2022 est une année d'élection, mais on élit quoi au juste? Le président de la République, certes, mais pas seulement. Bienvenue dans l'Histoire à l'intégrale, et dans cette série spéciale présidentielle, on va revenir sur les fondements de notre République. D'où l'on vient, pourquoi et comment. Avec dignité, mais simplicité. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Je vous ai compris. Vive la République! Vive la France! Au revoir. « 509 avant Jésus-Christ. Oui, bon, c'est un peu vieux, mais vous allez comprendre. En cette année, en pleine Antiquité, naît la toute première république à Rome, la République romaine. Déjà, avant toute chose... C'est quoi une république? République étymologiquement, ça vient du latin res et de publicus, soit le bien public. Gouverner une cité romaine ou un pays de nos jours, c'est une affaire publique. Le peuple va donc choisir par l'intermédiaire d'élections ses propres représentants au pouvoir pour les représenter. Car il est indéniablement plus facile de gouverner un territoire, souverain qui plus est, avec une poignée de représentants plutôt qu'en faisant appel à toute la population en capacité de gouverner. Le peuple romain est ainsi appelé aux urnes, Comprendre les citoyens romains. Pour élire d'une manière assez indirecte les consuls pour une durée d'1 an. Bon, on sera globalement d'accord, la République romaine n'a pas grand-chose en commun avec la nôtre. Mais il y a déjà quelques notions, comme le principe d'élection du représentant à la tête de l'État, mais aussi du simili-parlement. Bon, pour ce qui suit, c'est Jules César, Empire et décadence. En France, ou tout du moins sur l'actuel territoire français, Se développe la monarchie avec les premiers rois francs, puis avec Charlemagne. Celui-ci étend nos frontières bien au-delà de ce qu'elles sont aujourd'hui. On retrouve ici une grande différence avec notre conception moderne du gouvernement, mais aussi avec sa forme antique. République forme le bien public, ce qui sous-entend que le gouvernement et donc le pays est à tout le monde. C'est la chose du peuple. Au contraire, les monarchies qui se développent au nord de Rome après sa chute renversent complètement cette logique. Le dirigeant, un monarque bien souvent autoritaire, considère son territoire comme son propre bien. Il n'y a pas de véritable continuité du pouvoir et l'avenir du royaume est systématiquement remis en cause à la mort du souverain. la mort de Charlemagne entraîne ainsi en 843 la séparation du royaume en trois, un pour chacun de ses petits-fils. Le royaume de Charles le Chauve, le royaume de Lothaire et le royaume de Louis le Germanique. C'est l'échec de la reconstruction d'un royaume à la romaine. Le grand royaume de France est quasiment démantelé. Le désastre se poursuit avec le règne des Carolingiens, qui, en croyant bien faire, délèguent le pouvoir en appliquant la vassalité. Mais après le démantèlement du royaume, c'est au tour du pouvoir décentralisé. Les rois n'ont ainsi presque plus aucun pouvoir durant de nombreux siècles, dans ce qui est désormais un royaume composé d'une constellation de petits territoires autonomes. L'État est inexistant. L'État a disparu et la féodalité apparaît comme une sorte d'étape nécessaire, une remise à zéro de l'organisation sociopolitique. La vie s'organise dans les seigneuries. Les seigneurs sont des hommes pouvant largement imposer leur autorité. Il y a toujours un roi au pouvoir, mais celui-ci est très faible. C'est un petit seigneur avec quelques terres en Île-de-France, mais rien de plus hormis sa sacralisation qui lui confère surtout un rôle symbolique. Depuis le début de l'an 1000, la société devient beaucoup plus homogène. L'Église identifiera 3 ordres. Les oratores, le clergé, ce sont ceux qui prient. Ensuite, les bellatores, ceux qui dirigent et combattent. Et enfin, on retrouve les laboratores, là ce sont ceux qui travaillent et de loin les plus nombreux. Il faut attendre quelques années pour que la dynastie des Capétiens reprenne progressivement les choses en main, avec des hommages liges pour s'assurer de la fidélité de ses vassaux. Le roi Philippe Auguste mène ainsi une politique de grande reconquête des terres. Le pouvoir royal se reconstitue progressivement et trouvera son apogée avec l'absolutisme empirique de Richelieu, principal ministre d'État de Louis XIII, Souverain de 1610 à 1643. Il est considéré comme l'un des fondateurs de l'État moderne. Toute sa politique est là pour renforcer le pouvoir politique royal. Selon lui, le roi doit être puissant, ou tout du moins, il doit en donner l'impression pour être respecté.
Il doit prêter attention à son prestige. Un important fossé doit le séparer des êtres communs. Il est un être sacré et unique. Par conséquent, il s'oppose à la réunion des États généraux, constitués des nobles, du clergé et du tiers-État. De même, selon lui, l'aristocratie ne doit pas jouer de rôle politique. On doit uniquement la ramener à un rôle militaire, ce qui ne manque pas de frustrer cette classe. Le successeur de Louis XIII, le dénommé Louis XIV, vient parfaire cette vision. Le roi n'a de compte à rendre qu'à Dieu, dans l'au-delà. Il n'y a aucune limite terrestre. Le pouvoir royal s'étend ainsi jusqu'aux consciences à travers de nombreux sophismes qui rendent ce pouvoir acceptable. Le roi est Dieu, Dieu est partout, alors le roi est ubiquiste. Le roi Soleil est ainsi tout puissant et n'a d'égal que lui-même. Face à l'absence de révolte, malgré l'aura de despote imposée par le roi, Étienne de la Boétie y apporte une réponse. Selon lui, la monarchie devient tyrannie si elle n'est limitée par aucun pouvoir. Il met ainsi en lumière un paradoxe. Pourquoi on choisit d'être asservi au pouvoir d'un seul alors qu'il suffirait juste de dire non? Et comment se fait-il qu'il y ait tant d'hommes qui supportent ce tyran alors que celui-ci n'a de puissance que parce qu'on lui en donne? Tout ceci peut selon lui être expliqué simplement. Le faste et le mystère développé autour du roi le rendent inaccessible et inhumain. De plus, le roi donne des fonctions et des titres pour appâter les sujets, qui représentent le plus de danger pour lui. Le pouvoir royal sera tout de même de plus en plus contesté après la mort de Louis XIV. Les parlements s'opposent quasi systématiquement au roi en allant jusqu'à casser le testament du roi défunt. Le royaume est dans un état de délabrement absolu, et le peuple français, supporté par la bourgeoisie jusqu'ici frustrée par son statut, se met en marche vers ce qui devient la Révolution de 1789. Après un immense bain de sang induit par des centaines de têtes tranchées, parfois pour pas grand-chose, la République fait son arrivée en France dès septembre 1792. La suite, c'est au prochain épisode. En attendant, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un j'aime. A très vite sur Ostium.